Alors bonjour et bienvenue sur ce nouveau débat à vrai dire. Donc c'est le débat d'actualité d'Odile. On est accueillis pour la première édition du salon de l'économie sociale et solidaire au parc des expositions à Mâcon. Je vais vous inviter à un échange sur ce thème, sur l'économie sociale et solidaire. Donc, on appelle ça l'ESS. C'est un peu un mot complexe, j'ai l'impression, pour le grand public. Donc, je vais vous inviter à une opération de vulgarisation pour qu'on comprenne un petit peu tous ensemble quels sont les principes de cette économie, ses valeurs, et puis surtout qu'on comprenne qu'il ne s'agit pas d'une économie de seconde zone, mais d'un vrai système à part entière et qui fonctionne avec des illustrations concrètes sur notre territoire. Voilà. Je vais vous inviter à vous présenter. Isabelle Dechaume, bonjour. Bonjour, donc je suis vice-présidente du département de Saône-et-Loire en charge de l'insertion sociale et professionnelle. Merci. Bonjour, David Romieux. Donc moi j'ai le plaisir de représenter l'association de lutte contre le gaspillage qui est située à Poligny dans le Jura et dans le Saône-et-Loire à Branges, et également de représenter aussi le réseau national des ressourceries. Voilà. Bonjour, Frédéric Châtelet, chargé de projet transversal à la direction de l'insertion et du logement social au conseil départemental. Bonjour, je suis Yasmine Chezal, je suis directrice d'une entreprise d'insertion qui s'appelle ID Services à Chalon-sur-Saône. Très bien. Alors si on est, c'est un peu fort, aujourd'hui si on est réunis, j'aimerais bien avec vos visions individuelles de la question, qu'on puisse arriver à établir une sorte de définition commune de l'économie sociale et solidaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est? Comment ça fonctionne? Dans quel domaine on peut l'appliquer? Donc dites-moi, qu'est-ce que ça représente l'économie sociale et solidaire? L'économie sociale et solidaire, c'est déjà au niveau juridique 3 types de structures. Les associations, les mutuelles et les coopératives. Tout type de coopérative. Voilà, et puis les structures, en fait, interviennent avec des valeurs qui sont... Enfin, c'est ce que vous avez dit dans votre introduction, en fait. C'est une économie à part entière. C'est pas une sous-économie. Parce qu'il y aurait social et solidaire dans le vocable, on se dirait, ah bah oui, alors du coup, c'est les bonnes œuvres. Non, c'est pas ça du tout. C'est le fait de mettre au cœur d'une économie classique, qui doit faire du chiffre d'affaires, qui a complètement l'autorisation de faire des bénéfices, c'est de mettre au cours de tout ça une démarche humaniste. Alors ça veut dire quoi? C'est un bien grand mot, une démarche humaniste. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire très concrètement, une entreprise de l'économie sociale et solidaire qui fait des bénéfices, elle ne les reverse pas à des actionnaires. Elle les réinjecte dans sa structure. Et elle en fait quoi alors, quand elle les réinjecte? Eh ben, elle peut investir, soit dans des nouvelles machines, soit dans un nouveau projet, soit dans un agrandissement de bâtiments, comme une entreprise classique. Ou dans de l'emploi. Alors, dans de l'emploi, évidemment, mais c'est le chiffre d'affaires qui va créer l'emploi. Hein, on n'est pas dans... Encore une fois, ce sont des entreprises. Une entreprise d'insertion, par exemple, et je laisserai Yasmine développer parce que, alors elle est au cœur de cela. D'abord, c'est son métier, ce qui n'est pas le mien. Moi, je suis élue, c'est pas tout à fait la même chose. Donc, je la laisserai parler d'idées pour qu'elle nous explique très concrètement comment ça fonctionne, et puis quel type de public elle accueille, et puis quel modèle économique, c'est-à-dire concrètement comment l'argent rentre dans l'entreprise, et puis comment il en ressort. Mais l'idée, c'est que ce sont des valeurs tout à fait économiques, j'ai presque envie de dire capitalistes, gros mot, mais qui ont au cœur et toujours de manière sous-tendue l'intérêt d'un territoire, un intérêt environnemental également et un intérêt humain. Voilà. Et encore une fois, c'est pas une sous-économie. C'est une économie qui est complémentaire. Moi, j'aime pas quand on oppose les deux, parce que je crois qu'au contraire, on a besoin des deux. Voilà. Parce que ça répond à un schéma de société et donc à une vision que chacun peut avoir d'un certain modèle de vie, au-delà même du modèle économique. Et je crois que c'est important que chacun puisse trouver la réponse à la façon dont il a envie de mener sa vie. Et l'économie sociale et solidaire, très concrètement, c'est à ça que ça sert. Alors tout à l'heure, peut-être qu'on évoquera c'est 10%, par exemple, l'économie sociale et solidaire, c'est 10% de l'économie française telle qu'on l'entend. C'est même plus que ça, c'est 10% en Saône-et-Loire, 14% en France, ce qui représente quand même un chiffre conséquent. On a une vision un peu parfois
comment dire, on peut penser que c'est quelque chose de pas viable, qui crée pas d'emploi, qui a pas de réponse au territoire sur une croissance économique. Et en réalité, ça représente 14% des salariés en France. Donc c'est quand même quelque chose d'important. Oui. Pourquoi c'est important ? Parce que, comme disait Madame de Chaume, il y a la mixité des ressources, il y a le statut juridique qui permet de multiples entrées et donc de répondre à beaucoup de besoins de la population. Et c'est ça, parce que ça touche tous les secteurs de la vie quotidienne, de l'habitat, sport-loisirs, santé, de la création de l'entreprise et de leur financement. Donc, ce panel d'activités permet donc un panel de salariés très important, d'où ces 14% en France et 10% en Saône-et-Loire. Il y a aussi une notion, je crois, qui est importante, dont on peut parler et qui s'applique bien à notre territoire, même à notre région de manière générale, c'est que c'est une économie qui est valable et en agglomération et en zone rurale. Elle s'adapte vraiment à tous les territoires, puisqu'en fait, elle répond aux besoins des citoyens, qu'ils soient solvable sur des entreprises classiques, et là l'ESS peut être à la fois sur le secteur classique de trouver des solutions sur le secteur marchand, et c'est le cas des entreprises d'insertion. Nous les ACI, on est cantonnés, je dirais, avec nos engagements, les ateliers chantiers d'insertion sont donc eux plus sur une phase de besoins non pourvus par le secteur marchand, qui permet d'assurer justement la création et la mise en place de ces besoins. Donc là c'est vraiment l'économie sociale et solidaire, c'est laisser la place à l'homme, mais l'homme dans l'expression de ses besoins et dans la solution qu'il y trouve aussi, et avec des outils, une panel d'outils très spécifiques qui sont adaptés justement à la fois au système économique et de mise en valeur de ces services, et de laisser la liberté aux créateurs et aux salariés de ces entreprises de pouvoir trouver des solutions avec le secteur marchand, avec de la vente sur le secteur marchand, ou avec des partenaires de territoire ou l'État, qui permettent justement d'arriver à refaire une activité sur des territoires sur lesquels une entreprise classique, parfois, dans des territoires éloignés, n'arrive pas à la rendre habituellement classifiée rentable économiquement. Et puisque la recherche n'est pas le bénéfice, elle est simplement aussi à l'équilibre pour assurer un service. Voilà, c'est ça le... Et j'ajouterais aussi effectivement que c'est remettre l'humain au cœur de l'entreprise et au cœur de la production. Donc nous, ID Services, on est une entreprise d'insertion, mais on est une entreprise industrielle, avec des machines à commande numérique, avec des tables élévatrices, avec des chariots élévateurs, des choses très concrètes qu'on trouve dans toutes les entreprises. On n'est pas des presque entreprises. On est des entreprises à part entière et on travaille avec les mêmes outils, on a les mêmes droits, les mêmes devoirs. Mais la seule différence, je dirais, c'est que nous, on a choisi d'aider les personnes qui sont un peu plus en difficulté que les autres. C'est celles qui, à un moment donné, dans leur parcours, elles ont trébuché. Il s'est passé quelque chose dans leur vie. Et nous, en fait, on leur propose, par le travail, de remonter la pente et de leur proposer des métiers, de leur apporter des compétences dans lesquelles elles pourront ensuite s'épanouir et se développer dans une plus grande entreprise ou dans un autre projet. Parce que, à mon sens, on est vraiment une passerelle. C'est-à-dire que chez nous, ils ne font qu'un passage. Ils viennent chez nous, ils sont un petit peu meurtris, blessés, fatigués. Et nous, on leur dit allez, on va vous aider, mais c'est vous qui faites le travail, c'est pas nous. C'est vous qui faites le travail et on va y aller ensemble. On va vous accompagner un petit peu. Et puis après, à vous de voir où vous voulez aller et ce que vous voulez faire de ce parcours. Donc tout le monde, moi en ce qui concerne les salariés que j'accompagne, tout le monde ne va pas dans l'industrie, pas forcément. Mais en tout cas, ça leur permet aussi de se remettre d'aplomb, d'avoir une stabilité pendant quelques temps, de réapprendre à vivre avec cette stabilité, d'avoir un salaire qui tombe tous les mois, d'avoir des collègues, d'avoir un chef, d'avoir des horaires de travail.
Et tout ça, ça leur permet de se dire « Ah tiens, finalement, moi, je me projetterais bien dans ce métier-là que je connaissais pas, ou finalement, là, vous m'avez montré l'industrie, je voyais pas ça comme ça, et ça m'intéresse et j'aimerais bien y aller. » Donc ça permet vraiment de rebondir sur autre chose et sur d'autres projets. Ouais, donc votre activité, je pense, illustre bien de quelle manière on peut concilier l'intérêt économique, la création de valeurs économiques et l'intérêt individuel et humain en fait d'une activité. Après, il y a d'autres domaines d'application aussi. Parfois, on est surpris, mais la banque et l'assurance, par exemple, représentent d'ailleurs, je crois, 30% de l'ESS en France. Qu'est-ce que c'est une banque d'économie sociale et solidaire ? Une banque d'économie solidaire, c'est une façon de gérer les fonds qui lui sont donnés. Par exemple, il y a une banque dans le Nord qui s'appelle une banque solidaire. Elle ne sert qu'à financer des activités solidaires. Quand vous déposez de l'argent, vous savez que votre argent est réinvesti pour aller financer une entreprise X, Y, de services, de ce que vous voulez. Voilà. Et c'est surtout toujours le concept qu'un homme égale une voix. C'est pas le volume financier que vous apportez qui va faire que vous possédiez 50% de la banque. C'est pas ça. C'est la direction que va prendre l'argent qui fait que vous allez déposer. C'est-à-dire que vous savez que vous allez déposer cet argent pour financer d'autres activités solidaires sur des territoires ou des activités définies. Mais par exemple, une banque solidaire, il y en a très peu en France. Elles ont le même statut que les autres banques, les mêmes règles, les mêmes contrôles. C'est la façon politique de gérer la banque qui est différente. Mais ça, c'est pas propre, d'après ce que j'ai compris, à la banque, ou à ces exemples de banque. C'est-à-dire qu'il y a une donnée importante dans l'économie sociale et solidaire, c'est la question de la gouvernance. Comment ça fonctionne concrètement au sein d'une entreprise d'économie sociale et solidaire, la question de la gouvernance, comment ça se pratique en fait au quotidien ? Nous, par l'expérience qu'on a sur notre structure, c'est une mode associatif. Donc en fait, c'est l'expression, je dirais pleinement, des citoyens qui font partie du membre du conseil d'administration et qui prennent des décisions qui recherchent un intérêt général par rapport au projet. Donc l'argent qui est gagné ou qui est investi repart vers cette destination. Dans notre cas, on est dans la partie économie circulaire et transition écologique. L'objectif, c'est de faire en sorte que chaque citoyen puisse avoir un service où il puisse amener et déposer tous les objets que nous, on va nettoyer, réparer et ensuite mettre dans des espaces de vente. Donc il faut entretenir tous ces espaces de vente, les mettre à disposition pour que d'autres particuliers puissent venir chercher tous ces produits. Et dans cette marche-là, on fait en sorte d'éviter les déchets aussi qui sont enfouis et d'allonger la durée de vie des produits. Donc on permet aussi par le mode de communication, le mode d'échange, d'arriver à avoir un impact complet sur la transition écologique, tout en utilisant la richesse des personnes qui habituellement n'accèdent pas à l'entreprise, mais qui sont chez nous justement en passage, et avec un soutien aussi des pouvoirs publics, mais ça créerait de la richesse à un endroit où la richesse n'était pas créée, et au contraire gaspillée et enfouie. Et quand je parlais de gouvernance, il y a quelque chose de très démocratique au sein de l'économie sociale et solidaire. Le principe de une personne égale une voix, comme vous disiez dans la banque, il est valable dans toutes les entreprises. C'est-à-dire que les gens qui participent à l'activité sont dans cette entreprise. Est-ce que ces personnes sont invitées à la prise de décision du développement de l'entreprise ? Est-ce qu'elles y... Enfin voilà. Ne vous battez pas pour répondre à la question. C'est statutaire. C'est statutaire, d'accord. Dans les associations, c'est statutaire. Dans les mutuelles, c'est statutaire. Et dans les coopératives, c'est statutaire. C'est-à-dire que souvent, dans les statuts d'une coopérative, ce sont les salariés qui décident de l'orientation économique dans leur entreprise. C'est pas un conseil d'administration venu de je sais pas d'où, par des fonds de pension. C'est vraiment... Et souvent même, les dirigeants doivent remettre leur pouvoir à des moments donnés. C'est-à-dire, je connais
société coopérative où c'est tous les 3 ans. Et un dirigeant ne pourra diriger que 2 ou 3 fois, pas plus. Après, ça sera quelqu'un d'autre. Donc c'est là la grande différence avec une société anonyme, par exemple. Et puis ça interroge du coup la notion d'emploi et de travail aussi, j'imagine, philosophiquement en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est soumis à une mutation de l'économie, du monde de l'entreprise. Ça réinterroge peut-être aussi les représentations qu'on peut avoir de ce qu'on fait avec un travail. Est-ce que c'est donner du sens aussi à son existence par le travail et pas uniquement produire sans être impliqué dans le développement de l'entreprise comme vous le disiez? Est-ce que ça, c'est peut-être des choses qui sont valables au quotidien, puisque les gens qui viennent, qui traversent votre entreprise, c'est des gens qui du coup s'épanouissent aussi à travers, ou se développent à travers le développement de l'entreprise. C'est lié en fait quand vous dites c'est au cœur. C'est ça. C'est à un moment donné on a des valeurs et je crois que c'est tout ce qu'on a de commun tous autour ici, les 70 exposants qu'il y a sur ce salon. C'est vraiment les valeurs et les valeurs humaines. Donc on a vraiment cette notion où tout tourne autour de l'humain. Nous, en tant qu'entreprise d'insertion, le statut est un petit peu différent par rapport à un statut associatif ou une coopérative. Mais par exemple, on peut très bien voir dans des entreprises d'insertion des actionnaires, mais des actionnaires qui ne touchent pas de dividendes, qui sont là pour les valeurs de l'entreprise. Pour tout ce que génère l'entreprise, et y compris les valeurs de développement durable, d'environnement, de recyclabilité et d'innovation. Parce que faut pas oublier que les entreprises sociales et solidaires innovent. Et elles font preuve en plus de beaucoup d'agilité, parce qu'elles sont proches du territoire. Donc elles s'adaptent de façon constante et rapidement aux besoins. Ça, c'est aussi une des marques de l'ESS, c'est cette agilité à s'adapter, à se développer. Et tout ça n'enlève rien au fait que les gens qui travaillent au sein de ces structures, quel que soit le statut en question, on leur demande quand même une productivité, une technicité. Alors, lorsque c'est dans le cadre de l'insertion par l'IAE, insertion par l'activité économique, lorsque c'est dans ce cadre-là, on a des gens qui peuvent être très éloignés de l'emploi. C'est le cas avec les collaborateurs de Yasmine. Mais on leur demande d'acquérir une technicité pour pouvoir aller travailler ailleurs. Parce qu'il faut quand même imaginer qu'ils font du chiffre d'affaires dans l'idée. Ils vendent des choses. Vous revendez dans le cadre de vos ressourceries les éléments qui sont parfois réparés. Enfin, j'ai récemment visité la ressourcerie de Tournu. C'est un atelier à l'intérieur. C'est-à-dire que c'est pas un sous-travail, c'est pas les bonnes œuvres comme on peut l'entendre au 19e siècle, quoi. C'est peut-être que l'entreprise s'adapte à ses salariés, mais il faut quand même imaginer qu'on demande aux salariés de s'adapter au monde du travail aussi. Et c'est en cela que ça reste de l'économie, qu'on n'est pas uniquement dans le côté social et solidaire. Non, mais c'est bien ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à l'innovation, la notion d'innovation, c'est que en fait, la souplesse dont vous parlez, c'est une espèce aussi, j'ai l'impression, d'agilité pour articuler les problématiques d'un territoire, ses besoins, de savoir intégrer la place de l'humain et du citoyen aussi, parce que la majorité quand même des entreprises de l'ESS ont un enjeu local. Il y a un vrai ancrage au territoire, et donc c'est en ça que je voulais vous demander en quoi les pouvoirs publics en fait soutiennent ce développement-là, puisqu'il y a un intérêt très fort pour le local et pour l'ancrage territorial. Il n'y a pas les pouvoirs publics, en fait, il y a des acteurs publics. D'accord. Et il y a autant d'acteurs publics différents que d'entreprises d'économie sociale et solidaire différentes. Donc, en fait, ça dépend. D'abord, ça dépend des territoires, ça dépend des besoins identifiés, et puis ça va dépendre aussi des élus qui sont en charge, c'est-à-dire des élus qui sont en place sur le territoire à un moment donné. Parce que vous en avez pour certains qui auront la fibre, d'autres ce sera moins vrai, ou ce ne sera pas la priorité du moment, parce que beaucoup de collectivités sont très contraintes aussi financièrement.
Mais il n'y a pas forcément besoin, et ça je veux faire passer le message aux collègues élus, qu'ils soient maires, qu'ils soient adjoints, qu'ils soient présidents de PCI, vice-présidents de PCI, conseillers municipaux, peu importe votre rôle et votre statut, ayez en tête que de soutenir l'économie sociale et solidaire ne coûtera pas forcément de trésorerie. Ça peut passer par exemple par la mise à disposition de locaux. Alors je ne dis pas que ça c'est rien la mise à disposition de locaux, mais dans ces moments où on fait tous très 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 attention à nos lignes de trésorerie dans nos budgets respectifs, et c'est à l'honneur de tous, là aussi nous on a une pédagogie à faire vis-à-vis de nos collègues élus pour leur dire que ça a une utilité économique sur un territoire. Et qui peuvent après aller plus sur de l'industrie, plus sur du service, plus sur de la santé, plus sur de l'économie circulaire, que le panel est extrêmement large. Et si je peux faire passer un message aujourd'hui, c'est que le département de Saône-et-Loire reste un interlocuteur privilégié pour aider, pour accompagner les projets sur un territoire spécifique. Alors, soit un partenaire privilégié pour les porteurs de projets, mais aussi un accompagnement privilégié pour les collègues élus, encore une fois, quel que soit leur statut, sur le territoire de la Saône-et-Loire. On est vraiment là pour les aider à l'ingénierie, c'est-à-dire au montage des dossiers, pour faire très court, ou pour les aider dans une mise en réseau, c'est-à-dire dans un lien de présentation à des porteurs de projets. Le département a aussi ce rôle-là. On n'est pas là uniquement pour porter des dispositifs, voilà. On a aussi ce rôle de manager, un peu. Mais d'autant que, excusez-moi, juste, peut-être ça va relancer ce que vous vouliez dire, c'est, on a parlé un peu des domaines d'application, là, ou des entreprises qui peuvent s'apparenter à cette économie. Par contre, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi la forme juridique ou la structuration d'entreprises en coopérative, par exemple. C'est quelque chose qui n'est pas forcément bien connu non plus du grand public, qui peut répondre à des problématiques d'agriculteurs par exemple, ou dans des domaines très spécifiques, avec des technologies de pointe aussi des fois, avec des laboratoires qui vont pouvoir accueillir un producteur local et puis faire de la transformation à plusieurs, autour de plusieurs types de produits. C'est aussi, quand vous parliez d'ingénierie, c'est aussi ça, c'est une manière de tisser, de mailler le territoire avec des interlocuteurs pour créer une valeur en fait. Il faut vraiment arriver à mixer les partenaires. Tous les partenaires, que ce soit les élus, les EPCI, les associations, les entreprises sur les territoires, doivent vraiment arriver à travailler en commun sur les projets, parce que c'est comme ça qu'on atteint la performance. La performance sur certains marchés, pour certaines entreprises qui vont faire de l'export, elles ont besoin de ce territoire. Elles ont besoin de ce territoire qui est bien géré pour que leurs salariés aussi puissent s'épanouir. Et c'est toute une ligne où tous ensemble, on a besoin d'avoir une cohérence et de mettre en cohérence nos activités pour qu'on ait accès à tous les services. Et c'est souvent quand même service au sens large. Et c'est souvent grâce à ça qu'on arrive à la performance globale du territoire. Et c'est pour ça que je pense que vraiment, certaines fois, et je suis d'accord avec vous, avant de se poser la question combien ça va coûter à un territoire, il faut déjà se dire, on va commencer à se parler, à se réunir et à déjà être en concertation pour avancer ensemble et éviter les doublés, faire tout un tas de choses qui vont créer de l'économie. Après, si on décide collectivement d'investir, c'est une démarche collective parce qu'on sait où on va. Voilà. Et c'est aussi ça le projet, et peut-être la culture aussi de l'ESS, c'est réellement de se réunir en partenaires et d'arriver à constituer vraiment une réflexion globale sur le territoire qui permette de prendre tous les acteurs en jeu. Et dans ce sens-là, puisqu'on n'est quand même pas complètement épargné par une crise économique plus générale, est-ce que c'est pas une solution d'avenir pour l'entreprise aussi dans une certaine mesure, puisque si au cœur des valeurs il y a une certaine mutualisation, est-ce qu'il n'y a pas des gains économiques aussi qui peuvent être faits quand on réfléchit à un territoire et pas uniquement, disons qu'à plusieurs on est plus fort. Est-ce que c'est pas une solution d'avenir pour parer à la crise économique? C'est une des solutions. Et c'est en cela que moi je me refuse de mettre en opposition l'économie classique et l'ESS, parce que ça répond pas aux mêmes objectifs, ça répond pas aux mêmes besoins, ça répond pas aux mêmes façons de fonctionner. Et pour répondre à votre question sur comment est-ce qu'on accompagne si on a des besoins techniques, des besoins de connaissances juridiques, fiscales, comptables, etc., on a des partenaires sur ce territoire de Saône-et-Loire qui sont très en pointe sur la création d'entreprises
y compris d'entreprises d'économie sociale et solidaire. Je pense notamment à un partenaire qui est là aujourd'hui qui s'appelle BGE Perspective, dont le job, c'est d'accompagner les créateurs ou repreneurs d'entreprises. On a la chambre des experts comptables qui est là. On a les chambres consulaires qui sont à disposition, la CCI, qui était là aussi aujourd'hui, la chambre d'agriculture qui est d'ores et déjà dans cette démarche-là. Donc, à partir du moment où il y a un projet qui peut relever de l'économie sociale et solidaire, je crois qu'il faut aller taper à une porte, j'ai presque envie de dire n'importe laquelle, parce qu'on a cette chance maintenant sur ce département de Saône-et-Loire de suffisamment bien nous connaître les uns les autres pour pouvoir orienter les publics, orienter une personne qui a besoin de connaissances et de renseignements sans se dire qu'on va perdre un contact. Au contraire, on va en créer un autre, ou sans se dire qu'on va perdre en crédibilité. Au contraire, on va montrer qu'en travaillant en réseau, on sait d'abord gagner un peu en humilité, ce qui n'a jamais nui à personne. Et ensuite de ça, c'est là où ensemble on est plus fort sur un territoire. Donc vraiment, ça peut être un peu effrayant ce terme économie sociale et solidaire. Mais en fait, j'ai presque envie de dire, au-delà des compétences techniques, des contraintes juridiques, fiscales, etc., c'est avant tout une philosophie. C'est comment on veut faire de l'économie sur son territoire. Et qu'on soit un particulier ou un institutionnel, on a plusieurs portes d'entrée, collectivités ou chambres consulaires, etc., pour pouvoir y répondre et pour pouvoir être accompagné. D'une façon plus générale, l'économie sociale et solidaire et le secteur marchand peuvent répondre à des gains économiques. Je vais prendre le secteur de l'aide à domicile. Il y a le secteur marchand et l'économie sociale et solidaire. Il y a une enquête, il y a eu une étude là, économique qui est sortie. C'est un gain de 14 milliards d'euros pour la France s'il n'y avait pas cette activité aujourd'hui. Donc ça va être une véritable question pour l'avenir. D'ici 15 ans, plus de 30% de la population aura plus de 70 ans. Donc les collectivités ont intérêt à se poser la question, comment est-ce qu'on va mailler les territoires pour répondre au vieillissement et que ça coûte le moins cher, mais avec de la qualité. Et là, l'économie sociale et solidaire, comme le secteur marchand, mais peut-être plus l'économie sociale et solidaire, aura sa place du fait de ses valeurs, parce que, outre la prestation de service, elle pourra apporter des valeurs et d'autres choses aux besoins des personnes. Et avec un gain économique très important. Vous vouliez dire quelque chose ? Moi, je voulais juste ajouter en fait qu'on était un outil du développement local et du développement territorial pour les élus. C'est ça qu'il faut qu'ils comprennent. Et on est vraiment un outil parmi d'autres leviers qu'il peut y avoir de ce développement territorial et de l'emploi. Et puis pour compléter ce que dit Yasmine très justement, parce qu'on en est tout à fait conscient ici au département de Saône-et-Loire, nous veillons, et en tout cas on en a le souci de faire en sorte que nous puissions avoir des structures telles que celles qu'on vient d'évoquer sur l'intégralité du territoire. C'est-à-dire que ce ne soit pas simplement réservé au milieu urbain, ou au contraire au milieu rural, ou au contraire à tel coin du département et pas à tel autre. Parce que c'est dans la mesure où on arrivera à avoir cette possibilité et ces possibilités d'implantation sur l'ensemble du territoire de la Saône-et-Loire qu'on créera le sentiment qui correspondra à la réalité d'équité de traitement des gens. C'est-à-dire que les gens se diront que j'habite à Châlons, que j'habite à Charolles, que j'habite à Mont-Solémine, que j'habite à Mâcon, ou que j'habite à Autun ou à Chagny, ou enfin bon, après on peut toutes les faire, je peux trouver les mêmes choses. Voilà. Parce que ça aussi, en termes d'aménagement de territoire ou de portage d'un territoire tel que celui de la Saône-et-Loire, qui est très hétérogène et qui est très étendu, c'est vraiment un souci qu'on a. Et on a cette chance, et je ne dis pas ça parce qu'ils sont là, mais parce que je le pense, on a cette chance d'avoir des partenaires qui partagent cette vision du monde-là. Donc quand on a un nouveau projet relevant de l'ESS qui nous est présenté, moi je vais vous dire, la première des choses que je dis, c'est pas combien ça coûte, c'est d'accord, mais c'est pour aller où ? Voilà. Parce que le souci, notre souci, l'un de nos points de vigilance, il est là aussi. Voilà. Et je les remercie parce qu'ils sont toujours très partants justement pour comprendre qu'on est dans cette recherche d'équité.
Bon, moi, je crois qu'on a fait le tour de la question pour aujourd'hui. Je vous remercie. C'est intéressant d'avoir pu discuter, échanger ensemble de ces concepts-là. J'espère qu'on aura donné une vision un peu plus claire de ce qu'est l'économie sociale et solidaire. Et puis aussi, peut-être de comprendre le souci du département. On a entendu de ne pas hésiter à solliciter les dispositifs en place, les associations existantes aussi qui peuvent accompagner. La question doit se poser, c'est quand on est créateur d'entreprise, on peut s'adresser à ces structures pour être accompagné et puis réfléchir si notre projet rentre ou pas dans ce cadre. On a eu des illustrations du coup concrètes du fonctionnement de cette économie avec une application particulière pour vous dans la réinsertion. Et puis voilà, est-ce que vous avez des choses à rajouter ? Je rajouterai un grand merci au département pour cette journée. Hein, je crois qu'il faut le redire. Alors, c'est une première édition, est-ce qu'il y en aura une autre ? C'est une initiative du département qui a permis vraiment qu'on puisse être tous réunis aujourd'hui. Et ça fait partie de ces points de rencontre qui donnent de la dynamique aux acteurs sur les territoires. Est-ce qu'on aura une deuxième édition du salon ? J'espère. On va déjà faire le point de cette première édition. Je sais qu'il y a une grosse demande, c'est ça, voilà, il y a une grosse demande. Je pense que le président Akari, qui était là ce matin, qui a fait le tour de l'intégralité des stands, a été très impressionné de ce qu'il a. Enfin, il le savait déjà, mais quand on le voit dans des dossiers et quand on le voit de manière incarnée, c'est pas pareil. Donc voilà, moi, je ne vais pas m'avancer parce qu'aucune décision n'a été arrêtée, mais c'est quelque chose sur lequel on va réfléchir. Voilà, une deuxième édition. Et si deuxième édition, on tirera leçon de ce qui n'a pas fonctionné aujourd'hui, on valorisera ce qu'il a été, et puis on sera obligé d'innover parce qu'on leur demande d'être innovants. Donc il faut bien qu'on montre l'exemple. Donc on essaiera de trouver une édition un peu différente, un peu nouvelle, pour recréer l'envie de venir à ceux qui sont d'ores et déjà avec nous aujourd'hui, et puis l'envie à d'autres de venir découvrir ce que c'est que l'ESS. Je crois que pour conclure, vous avez dit quelque chose de très intéressant. On a essayé ensemble de vulgariser, de rendre les choses plus claires, mais peut-être que la meilleure manière, c'est de venir vous rencontrer, vous, dans vos activités quotidiennes, et de rendre compte de l'aspect concret de ces activités. Peut-être que le grand public sera convié l'an prochain aussi à ce salon pour vraiment avoir de nouvelles idées peut-être et rencontrer les acteurs. Une des opérations tout de suite là, qui peut être faite cette année, c'est le 23-24, les portes ouvertes des ressourceries, dans lesquelles tous les citoyens peuvent venir voir justement nos ateliers, et pas uniquement nos magasins, mais nos ateliers et notre activité, et la découvrir. Comme quoi l'ESS fait de la publicité aussi. Merci. On vous remercie, et puis à une prochaine fois chez Odile ou ailleurs. Merci.